Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va faire un exposé à 3 voix. Donc je vais revenir un peu sur les tendances d'évolution des exploitations et des cheptels puisque les problèmes et les impacts sanitaires se surajoutent en fait à des tendances de fond qui sont en partie préoccupantes. Puis il y aura des résultats d'enquête en fait pour, mieux comprendre le contexte sanitaire, puis une tentative de quantification et de scénarisation. Ça tient pas ça? Oui, si. De scénarisation, de ces évolutions. Donc je vais repartir un petit peu sur, le moteur démographique de ces évolutions, sachant que la décapitalisation est quand même d'origine multifactorielle. Il y a un moteur démographique fort, mais il y a aussi, des impacts liés au changement climatique et à la rentabilité relative des productions. Alors, renouvellement des générations et des actifs, vague démographique, où en est-on? Alors, pour mémoire, le constat, il est relativement ancien, en fait, puisque c'est la MSA en 2016 qui a remarqué que 45% des agriculteurs pourraient partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc, c'était il y a 10 ans. Alors, le constat a été répété, déformé, puisque ça s'est transformé en 50% des agriculteurs partiront d'ici 10 ans, voire instrumentalisé par exemple, par une start-up du secteur d'installation de transmission que je ne nommerai pas, mais qui répète en 2025 que 200 000 agriculteurs partiront d'ici 2030. Donc, il en reste 400 000. Donc, c'est largement inexact. Donc, il faut replacer en fait cette question de renouvellement des générations dans un diagnostic plus large. En fait, on devrait parler du renouvellement des actifs, puisque vous savez peut-être ou peut-être pas qu'il y a une profonde transformation de l'organisation du travail dans l'exploitation agricole française, surtout en production végétale et en porc et en volaille, avec finalement une stabilisation du volume d'emplois agricoles quand on somme les salariés et les non-salariés. Diagnostic plus large, donc l'agriculture n'est pas isolée, donc la population active française en général augmente beaucoup moins vite, voire se stabilise et vieillit. Et enfin, on compare souvent la pyramide des âges des agriculteurs à celle des salariés, mais en fait, elle est beaucoup plus proche de celle des dirigeants de PME. Et enfin, certes, il y a un vieillissement, donc l'âge médian, il a pris 5 ans entre 2002 et 2024-23. On est passé de 46 à 51 ans, mais les comportements s'adaptent. Donc 50% de la cohorte des agriculteurs présents en 2002 étaient déjà partis en 14 ans. Donc aujourd'hui, c'est plutôt 13 ans, mais donc bien que les cohortes suivantes soient plus âgées, elles partent finalement presque au même rythme. Alors, il y a quand même un secteur, 2 secteurs, hein, pour moi, sur lesquels l'enjeu démographique est plus fort, hein. Les secteurs bovins, lait et viande sont en première ligne pour affronter le défi démographique, car en fait, il y a très peu de salariat, hein, par rapport aux autres secteurs et finalement beaucoup moins de possibilités d'externalisation la possibilité d'externalisation sont complètes en production végétale, en céréaliculture. Donc, dans les projections que j'avais faites pour, pour le CNIEL et Interbev, donc j'avais dit en 2020 que, bah, si on reproduisait les comportements, 50% des éleveurs de 2018 seront partis en 2027. Donc là, c'était tout type de départ, hein, pas qu'à la retraite, donc en 9 ans. Donc cette projection, elle est vérifiée pour les éleveurs laitiers. Donc il y a 36% de départ en 2024. Donc la moyenne générale, tout secteur, c'est 30%. Mais les éleveurs bovins viande, en fait, sont partis moins vite que ce que j'avais projeté. Donc il n'y a que 28% de départ, très probablement en raison d'arbitrage liés au prix exceptionnel, hein, que les éleveurs n'ont jamais connu sur toute leur carrière, face au niveau de retraite pas très bon qu'ils peuvent espérer. Et donc, du coup, voilà, on peut conclure que la décapitalisation vache allaitante devrait être alimentée par ces sorties prévisibles et retardées de chefs et co-exploitants. Donc, pour figurer un peu les différences entre le lait et la viande, donc là, j'anime la pyramide des âges des éleveurs bovins viande entre 2015, 2018, 2021, 2024.
Donc vous voyez que la pointe reste très très haut perché, en fait, et donc ça va normalement ça c'est en simulation 2027-2030-2033, ça va s'effacer. Donc si on compare au secteur laitier, en fait, on voit que la pyramide des âges entre 2015 et 2024, elle a déjà beaucoup plus évolué. Donc je pense que le pic de la vague démographique est passé en bovin lait, alors que donc elle va se poursuivre, alors que la vague, démographique en bovin viande est à la fois plus large et relativement, puissante. Ouais, voilà. Donc conséquence en matière de cheptel, donc Caroline a montré un peu des courbes assez proches, évolution du nombre de vaches allaitantes et vaches laitières, donc les constats en très plein. Donc en tiret, donc c'est la projection démographique que j'avais faite pour, Interbev et le CNIEL, et en pointillé après, donc c'est une sorte de scénario démographique de plus en plus théorique et réaliste en fait, qui maintient le nombre d'entrées, le nombre d'installations, et donc qui mécaniquement aboutit à un taux de remplacement des départs de 100, ce qui stabilise le cheptel, mais qui est finalement, voilà, assez, théorique ou ambitieux. Heu, donc pour répondre en partie à la question de Jean-Marie, donc il y a ni frein, voilà, aujourd'hui, il y a ni frein ni atténuation perceptible, sauf si on y avait une modification radicale des comportements, puisque les arrêts, représentent 70 de la décapitalisation. Donc ça, c'est le premier point, et alors certes, il y a des croissances et des décroissances, hein, donc dans ceux qui sont pérennes, mais la somme des décroissances individuelles, environ 300 000 vaches allaitantes en moins sur des périodes de 3 ans, sont bien supérieures aux croissances qui sont de 200 000. Donc là, l'équilibre est encore en faveur des décroissances. Donc le bilan, voilà, le bilan démographique, font que je pense qu'en fait les départs retardés, va permettre difficilement de poursuivre l'atténuation que j'avais simulée, en 2020. Donc il est probable en fait qu'on ait une descente plus linéaire, hein, avec une poursuite de chute du nombre de vaches allaitantes, 262 000 entre 2021 et 2024, et potentiellement 246 entre 24 et 27, et 220 entre 2027 et 2030, ce qui nous amènerait à 3 millions en 2030. Alors en lait, hein, donc il faut se rappeler qu'on est face à une intensification laitière par vache très importante, ce qui atténue en fait l'impact, de la baisse du cheptel. Donc voilà, donc j'ai dit que la décapitalisation avec des déterminants multiples, on peut regarder en fait comment ça se passe sur le territoire. Donc ici, vous avez la répartition des vaches allaitantes présentes en 2025 par département. Donc si on regarde l'évolution entre 2018 et 2025, donc les cercles sont proportionnels au nombre de disparitions, et la couleur est proportionnelle à l'intensité de la disparition. Plus c'est bleu foncé, plus ça baisse. Donc on voit qu'il y a en fait, les 2 courbes se ressemblent pas mal, hein. Donc il y a quand même une zone où il y a des vaches allaitantes, mais où elles partent beaucoup moins, c'est juste, le sud-est que j'ai entouré, mais qui est bon, l'exemple type, c'est la Lozère, par exemple. Et il y a une zone, une grande, façade atlantique, en fait, dans laquelle il y a les couleurs sont plus soutenues. Donc ces zones-là ont contribué plus à la décapitalisation que leur poids dans le cheptel. Alors soit pour des raisons démographiques, hein, comme dans le sud-ouest, soit en raison de concurrence entre productions agricoles dans le Grand Ouest. Et pour mémoire, en fait, si on prend encore un peu plus de recul, donc là, c'est le même type de courbe en évolution sur 20 ans. Donc plus c'est bleu, plus ça a baissé, mais en rose, donc ce sont les zones, en fait, qui ont encore en 2025 plus de vaches qu'en 2005, hein. Donc il y a encore cette zone sud-est, en fait, du Massif central, hein, dans laquelle il y a peu d'alternatives agricoles, et puis dans la moitié nord, en fait, c'est des zones herbagères qui étaient laitières, et dont une partie des surfaces en herbe ont été utilisées, pour des vaches allaitantes. Alors que l'ouest, labourable, en fait, on va dire, a connu une croissance du cheptel allaitant qui s'est transformée en baisse avec des teintes bleu foncé assez fortes.
Voilà, donc on va passer à la suite sur le contexte sanitaire. Bonjour à tous, Eva Groens. Donc, je vais vous présenter maintenant les travaux qu'on a conduits sur le contexte sanitaire. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que donc on a des vagues épidémiques successives qui sont venues secouer les exploitations et les cheptels, et donc ce mouvement de fond que vous a présenté Christophe juste avant. Et donc on va vous présenter des travaux issus d'études qu'on a conduits pour Interbev, la CNE et également le ministère. Au niveau des impacts visibles à une échelle France, il y a 3 grands types d'impacts qu'on va regarder ensemble: la mortalité des vaches, la fertilité qui a été dégradée et la mortalité à la naissance. Sur la mortalité des vaches, on a donc construit un indicateur où on ramène la mortalité des vaches par mois au cheptel de vaches présent au début de mois pour tenir compte de cette baisse du cheptel, et on trouve donc cet indicateur qu'on vous présente qui a été lissé en moyenne mobile sur 12 mois, ramené en base 100 pour pouvoir suivre l'évolution un peu sur le long terme. Qu'est-ce qu'on y remarque? Une surmortalité sur la période récente avec une hausse de ce taux de mortalité, et on remarque que c'est quelque chose qui n'est pas complètement inédit. On a eu des épisodes précédents, donc en 2017 et 2019 notamment, où on avait en particulier la question de la qualité des fourrages qui avait été ciblée, mais on avait également des passages FCO sur la même période. Alors, si on regarde, là c'était vraiment un indicateur échelle France, si on regarde maintenant comment ça s'est passé à une échelle plus géographique. Vous avez ici la déclinaison de cet indicateur donc en logique de surmortalité, c'est-à-dire on va comparer la mortalité à un trimestre donné par rapport à la mortalité normale des 3 années précédentes. On obtient ce genre de carte, et vous voyez par exemple sur la carte de gauche, donc pour le 3e trimestre 2023, on était à des taux de mortalité à peu près normaux, des teintes pâles un peu partout, et on voit vraiment l'arrivée de la MHE de façon très nette avec une explosion des taux de mortalité sur la partie ici, voilà, sur la partie sud-ouest, qui montre bien une corrélation entre cette augmentation du taux de mortalité et les passages des vagues épidémiques. Et donc, si on décline justement cet indicateur que je vous ai présenté par zone, on regarde donc déjà les zones donc ciblées sur la zone d'entrée de la MHE, mais également la zone d'entrée de la FCO8 en rose, et on voit une augmentation très rapide au moment du passage épidémique de ces taux de mortalité. On voit que sur ces zones-là, on est retourné à peu près à la normale. Et par contre, plus récemment, on voit l'augmentation si on cible sur la zone d'entrée de la FCO3, donc là plutôt le nord-est de la France, à compter du printemps 2024, et on voit qu'on est en cours de stabilisation. Ce qui est important, c'est que si on exclut ces zones qui sont vraiment un peu les foyers épidémiques, enfin vraiment la zone centrale de diffusion de ces maladies, on voit qu'on a quand même, donc c'est la courbe grise qu'on cible ici, on voit quand même une augmentation des taux de mortalité qui reste importante sur le reste du territoire. Donc on est vraiment face à un phénomène qui ne concerne pas que quelques zones. Et puis, à signaler quand même une augmentation plus récente de la mortalité dans l'Ouest, dans les Pays de la Loire, donc il y a quelque chose qu'on suit activement en ce moment. Voilà sur la mortalité des vaches. Fort heureusement, ça ne va pas affecter toutes les vaches. Par contre, il y a un certain nombre de vaches qui vont avoir un état dégradé, et là, on va jouer du coup sur la fertilité. Donc, pour la fertilité, on construit un indicateur du même type, c'est-à-dire qu'on va comparer les naissances au cheptel de vaches présents. On obtient les courbes suivantes. Donc, en noir, la France entière. En rouge, ici, la zone MHE. On voit une baisse rapide de la fertilité dans la zone concernée. Et on voit qu'on est toujours aujourd'hui à des niveaux assez bas. Ensuite, la zone FCE8, c'est un peu la même tendance qu'au niveau national, c'est-à-dire qu'on voit une baisse à compter de 2024. Et là encore, qu'on est sur des niveaux toujours bas de fertilité. Et puis la zone FCO3, avec une baisse plus récente, mais très violente, des niveaux de fertilité dans cette zone. Et on voit qu'on est encore sur des niveaux aujourd'hui anormalement bas. Et enfin, malheureusement, viennent s'ajouter à ça des problèmes de mortalité à la naissance. Là, pour le coup, on voit que cette augmentation de la mortalité à la naissance, elle n'a lieu que dans la zone d'entrée FCO3. Donc, oui, c'est ça, FCO3, pardon. Donc là, on a vraiment un effet qui semble ciblé sur la maladie FCO3. Pour le coup, MHE, FCE8, on n'a pas observé ces phénomènes d'augmentation de la mortalité. Et si on regarde justement la distribution géographique de cette hausse de mortalité, vous voyez ici, donc encore, en gros, c'est toujours une logique de surmortalité. Donc, on voit vraiment l'explosion des taux de mortalité avec une quasi-superposition avec les zones d'apparition des foyers. Voilà, ça, c'est vraiment une étude
des travaux qu'on conduit à une échelle macro avec le problème, donc on voit les choses, on voit des corrélations possibles. Maintenant, je vais laisser la parole à Marie pour des études vraiment échelle exploitation. Merci. Merci Eva, donc Marie Drouet, Institut de l'élevage, et moi je vais vous parler des premiers résultats des enquêtes qu'on a menées dans le cadre d'un projet centré sur la MHE avec ma collègue Renée de Crémou. Alors, il s'agit d'un projet qui est financé par le ministère de l'Agriculture et qui a pour échéance septembre 2026. Donc c'est un projet qui est en cours. Donc là, ce sont vraiment de premiers résultats. Donc c'est un projet multipartenarial avec différents partenaires qui interviennent. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un focus sur les signes cliniques qui ont été observés et également sur le ressenti des éleveurs. Alors, en termes de méthodologie, l'idée de ces enquêtes en élevage, c'était d'avoir des régions géographiques différentes avec une recherche de diversité de situations. Donc, on a 2 régions géographiques concernées, l'Occitanie et les Pays de la Loire, qui ont été choisies donc, sur la base de l'avancée de l'évolution de la MHE en France depuis 2023 et également en tenant compte de la situation au regard de la fièvre catarrhale ovine, sérotype 8 et sérotype 3. Tout ça en lien avec les zones et les périodes qui sont étudiées dans les autres projets. Alors, en ce qui concerne les élevages sélectionnés pour ces enquêtes, eh bien, là aussi, donc, on recherche une diversité de situations concernant la prévalence au sein des troupeaux, donc avec 3 catégories: faible prévalence, moyenne prévalence, forte prévalence. En ce qui concerne la FCO sérotype 8, c'est difficile de s'affranchir, d'avoir des troupeaux qui sont tous négatifs. Donc, dans la sélection, on avait des troupeaux à la fois positifs et négatifs et on recherchait par contre des élevages qui n'avaient pas encore ou pas vaccinés contre la MHE. Le corollaire de ça, c'est que compte tenu de la situation FCO8, on ne pourra probablement pas distinguer l'impact MHE de celui de la FCO. Et puis donc, les enquêtes ont été réalisées sur la base d'un questionnaire qui comprenait trois volets principaux. Alors, donc la mise en œuvre en élevage allaitant, actuellement, nous sommes à 20 enquêtes réalisées qui seront complétées là, dans les mois à venir, dans 2 régions. À noter que les enquêtes ont été moins nombreuses en Pays de la Loire, donc il y a une sous-représentation. Donc, encore une fois, premier résultat, ce sont des choses qui vont être amenées à évoluer. Et vous avez ici dans le tableau à droite une évaluation de la prévalence de la MHE et de la FCO 8. Attention, ce n'est pas à l'échelle de l'ensemble du département à chaque fois, c'est sur environ 30 élevages par département qui avaient été tirés au sort pour justement réaliser des analyses de recherche MHE et FCO en sérologie, FCO 8. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc sur ces élevages, eh bien, en termes de morbidité, donc vous avez à gauche, les nombres d'animaux malades. Là, on est sur des valeurs absolues, hein, on est sur un nombre d'animaux, donc vous voyez qu'il est assez variable en fonction, des 2 régions et qu'on a à chaque fois des situations qui sont bien différentes puisque, par exemple, en Pays de la Loire, sur 6 élevages, on a, des signes cliniques qui vont sur 53 animaux pour le maximum et jusqu'à aucun animal finalement avec, signe clinique. Alors c'est bien sûr pas la majorité, néanmoins, voilà, il y a une vraie différence entre la moyenne et la médiane, hein, ce qui montre un petit peu qu'on a des vraies variations en termes de nombre d'animaux touchés en fonction des élevages. En ce qui concerne les symptômes en tant que tels, eh bien, on vous l'a présenté ici sous forme de catégories d'animaux, en les classifiant par catégorie. Ce qui a été observé dans nos élevages, sur les femelles, davantage de boiterie, sur les taureaux, davantage d'amaigrissement et d'abattement, sur les veaux, davantage de problèmes neurologiques. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le seul symptôme observé par catégorie, hein. Ça veut simplement dire que c'est le plus fréquent à l'échelle des élevages qu'on est allé enquêter. Sur les performances reproductives, alors là, par contre, on a vraiment, des choses qui apparaissent de façon très nette et notamment les décalages de vélage qui ont concerné quasiment l'intégralité des élevages. Donc des décalages de vélage qui vont de quelques semaines à quelques mois, hein, et qui sont observés dans les élevages, quelle que soit finalement leur classe de prévalence intra-troupeau. On observe également, des avortements. Donc là, ils sont présentés ici en dehors de la mortinatalité des veaux morts-nés. C'est-à-dire que là, en comptant sur ce graphique-là, vous n'avez pas en plus les veaux qui sont nés morts ou qui sont morts au bout de 48 heures. Donc si on les inclut, l'histogramme est plus élevé ici. On observe aussi des vélages difficiles, des anomalies de délivrance et enfin des anomalies de l'appareil reproducteur des génisses. Donc on a vraiment de vrais impacts sur les performances reproductives. Voilà. En ce qui concerne le ressenti des éleveurs, là encore, des ressentis forts
18 éleveurs sur les 20 enquêtés les ont manifestés. Et se sont exprimés à la fois en termes de charge mentale, de sensation d'impuissance, de détresse et de saturation. Je vous laisse lire les verbatim qui sont directement issus, qui sont directement les paroles des éleveurs. Voilà, donc je vous rappelle simplement, ce sont des premiers résultats, ils seront amenés à être complétés et on vous les présentera de façon plus complète une fois qu'on aura finalisé cette partie. Et je laisse la parole à Eva pour terminer la présentation. Merci. Alors, pour cette dernière partie, on va s'intéresser aux effets de ce contexte sanitaire sur notre possible production des années à venir. Pour ça, on s'appuie sur une modélisation. On part du cheptel et notamment des projections démographiques de cheptel qui ont été présentées par Christophe. La version non dégradée, on va dire, suite aux travaux les plus récents. Parle bien dans le micro, Eva, je pense. Ah. Ouais. Prends-le si tu veux, ouais. Ok, on va faire comme ça. Donc, on part du cheptel et des projections démographiques voilà, avant réactualisation à la baisse, malheureusement. On passe ensuite aux veaux nés. Donc, pour ça, on regarde la fertilité, les croisements, etc. Et ensuite, on regarde comment ces veaux qui sont nés, toujours vivants, comment ils vont être orientés vers les différentes productions. Pour ce travail, on se centre sur les questions sanitaires et donc, d'une part, sur la fertilité, d'autre part, sur la mortalité et enfin, sur les questions de renouvellement. Et ce que je vais vous présenter, ce n'est pas une prévision en tant que telle, c'est vraiment une modélisation d'un scénario qui suppose un retour à la normale à compter du second semestre 2025. Donc, ça ne vous échappera pas, c'est déjà quelque part un peu optimiste. Pour ce scénario de retour à la normale, si on regarde l'indicateur sur les taux de fertilité, on voit le constaté 2024, vous voyez comme il a été fortement affecté à la baisse, à 88%. Pour 2025, en tenant compte de ce qui a déjà été observé sur la première partie de l'année, on serait sur des niveaux comparables de baisse, même si on suppose qu'on revient à la normale sur la fin de l'année. Et puis ensuite, dans ce scénario, on suppose qu'à partir de 2026, tout va bien, on retrouve le niveau avant crise. Donc, on fait la même chose également pour la mortalité et ensuite, on va travailler sur l'orientation des animaux. Je passe un peu vite sur les hypothèses pour pouvoir arriver sur les résultats. Pour les mâles, on suppose qu'on ne change rien à notre façon d'orienter les animaux. Ça veut dire qu'on va intégrer déjà l'orientation qu'a un peu présentée Caroline tout à l'heure et sur laquelle on reviendra cet après-midi, de moins d'export de broutards vers plus d'engraissement en France, mais on ne prolonge pas davantage ce phénomène-là. Dans ces cas-là, au niveau de la production de jeunes bovins, on attend une production 2025 qui serait seulement en légère baisse. Pourquoi? Parce que les effectifs sont déjà présents en ferme, ils sont là, ils sont à l'engraissement. Et en fait, les effets des problèmes sanitaires, ils interviendraient à partir de 2026 et de 2027. Et c'est là qu'on attend une baisse de production. Au niveau des femelles, c'est là que c'est un peu le plus compliqué. Ce qui est finalement plutôt positif, c'est que davantage de femelles ont été conservées par les éleveurs. Dans les années précédentes, on a moins exporté de broutardes. Donc, on a des effectifs de génisses qui sont renforcés en ferme. Simplement, elles n'ont pas vélé comme attendu, du fait des problèmes de fertilité. Pour ces génisses qui sont toujours présentes, on suppose, dans ce scénario, qu'environ la moitié va bien finir par véler en 2026 et donc qu'elles vont pousser vers la sortie des réformes sur 2026, d'où une possible stabilité de la production de vaches sur 2026. L'autre moitié, on suppose, va plutôt être engraissée en génisse de boucherie, soit du fait qu'elle a toujours des problèmes de reproduction, qu'elle ne va pas réussir à rentrer en production, soit également du fait des choix des éleveurs. Donc, dans ces cas-là, on aurait des sorties de génisses qui pourraient être assez importantes finalement dans les années à venir, et en tout cas stables. Et du coup, la baisse de production au niveau de la femelle, elle est plutôt attendue à partir de 2027 et 2028. Ensuite, on va regarder également ce qui se passe au niveau du cheptel laitier. On va intégrer des hypothèses sur les poids des animaux qui se sont plutôt alourdis sur la période et on suppose qu'ils vont continuer à s'alourdir. Et donc, le bilan de tout ça, c'est que si on suppose un retour à la normale du contexte sanitaire, on pourrait avoir une baisse finalement très modérée sur 2025, grâce aux jeunes bovins, grâce aux génisses, aux réformes. La baisse de production commence à être un peu plus importante dans ce qu'on attend en 2026, parce que là, on aurait la baisse liée au mâle, qui serait par contre atténuée par davantage de femelles qui entreraient en production. Et le plus fort impact, il est à retardement et il est plutôt attendu sur 2027 et 2028. Tout ça, c'est à supposer qu'on retourne bien à la normale au niveau sanitaire.
Et si le contexte se dégradait, continuait de se dégrader jusqu'au printemps 2026, dans ces cas-là, on attend une baisse de production plus rapide, mais aussi plus longue dans le temps pour finalement retrouver le niveau du scénario de retour à la normale. Ensuite, on a également testé un scénario plus positif dans lequel les éleveurs stabiliseraient le cheptel, c'est-à-dire qu'on a davantage de génisses présentes en ferme, et si on les conservait, si on ne réformait pas davantage pour stabiliser le cheptel. Dans ces cas-là, on arrive à ce scénario de production, c'est-à-dire que dans un premier temps, on aurait plutôt une baisse de production plus marquée, et ça c'est toujours le paradoxe de ces scénarios de stabilisation de cheptel. Dans un premier temps, on abat moins de vaches, et donc on a moins de production à court terme. À long terme, par contre, c'est bien plus intéressant parce qu'on se retrouve sur une pente qui n'a rien à voir en fin de simulation. Donc, on est au même niveau, on peut se dire, mais dans une trajectoire qui n'a plus rien à voir. Donc, ces scénarios sanitaires qu'on a testés, ils montrent des impacts très différents sur 2026-2027 pour finalement arriver à un niveau assez comparable en 2030, par contre avec des trajectoires très différentes selon ce qu'on imagine au niveau du cheptel. Le réalisé 2025, il pourrait être entre le bleu et le gris, il pourrait même être finalement encore plus bas si les éleveurs continuent à garder des vaches et si on n'allait pas les hypothèses de Christophe. Donc en guise de conclusion générale, on a une dynamique structurelle de décapitalisation avec un enjeu de renouvellement des actifs prégnant en élevage ruminant et particulièrement en bovin viande. Une vague de départ en retraite qui est attendue et qui est retardée en élevage bovin allaitant, et l'agrandissement qui ne compense plus ces arrêts comme il a pu le faire à certaines périodes. Les impacts du contexte sanitaire viennent s'ajouter à la décapitalisation. Donc on a de nombreux symptômes, des problèmes de reproduction, de mortalité, le moral des éleveurs qui est lourdement affecté également, des conséquences à l'échelle France sur les veaux disponibles, mais aussi sur la dynamique des cheptels. Des conséquences à moyen terme sur la production, et donc là, c'est ce qu'on a cherché à modéliser, avec des baisses de production attendues plutôt en 2027-2028, même en supposant un retour à la normale, une baisse de production qui pourrait être plus rapide, plus forte et plus durable si le contexte sanitaire restait dégradé. Et puis, signaux positifs, on a quand même plus de génisses conservées, donc soit, en fait, elles vont venir limiter notre baisse de production, ou derrière, possiblement venir renforcer le cheptel. C'est ce qu'on a testé dans ce scénario de stabilisation. Un point important, dans tous ces scénarios, on est sur une baisse de production très importante. Et je voudrais juste finir là-dessus. Il y a quand même un levier important qui subsiste pour la production, c'est la question de la part des animaux engraissés exportés. Et donc, si on veut imaginer des scénarios où on limite durablement la baisse de production, il faut combiner d'une part stabilisation du cheptel pour se retrouver sur une trajectoire plus plaisante, on va dire, et d'autre part, le renforcement de l'engraissement et donc réorienter des animaux qui jusque-là sont exportés vers l'engraissement en France.